Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale et au sport. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Pierre Dufraisse, qui est naturopathe, préparateur physique, préparateur mental et bien d'autres choses encore qu'on va découvrir aujourd'hui. Pierre, bienvenue dans le podcast Méditation. Merci beaucoup, Paul. Merci. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Je t'en prie, merci à toi vraiment d'avoir accepté cette invitation. Tu es donc le premier invité du podcast. Et pour moi, j'ai un peu l'impression de commencer un jeu vidéo par le boss de fin. Si tu vois Ah ce que je bon? veux dire. Faut pas dire ça, surtout pas. Donc, non, mais c'est génial que tu puisses être là aujourd'hui. Et donc, moi qui suis beaucoup tout ce que tu peux proposer, les podcasts que tu fais toi, sur lesquels tu interviens et tout ça, il est souvent question de tes spécialités, l'hormèse, la physiologie, euh, le concept d'antifragilité, etc. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aille plus spécifiquement sur la dimension préparation mentale, parce que tu es aussi préparateur mental pour les athlètes, et parler de tout ce que tu utilises, de tout ce que tu proposes, de tout ce que tu peux mettre en place, toi, dans un travail de préparation mentale et qui peut servir du coup aux auditeurs qui écouteront ce podcast. Super. C'est un sacré morceau, hein. C'est un super thème. Très intéressant, en Ouais, tout cas. Ouais. super. Est-ce que je te laisse te présenter rapidement pour les auditeurs avant qu'on démarre sur les questions? Bien sûr. Bah, comme Paul l'a dit, moi j'ai plusieurs casquettes, hein. J'ai commencé dans ce monde-là, dans le monde du bien-être, le monde du développement personnel, avec la casquette du naturopathe. C'est-à-dire que la naturopathie, comme son nom l'indique, c'est le chemin de la nature. On s'inspire de ce que nous propose, la nature, l'environnement pour en tirer des principes et essayer de les appliquer à l'être humain, pour qu'il aille au mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Parce que la naturopathie, c'est l'art de la prévention, hein. C'est surtout pas ce qui est, communément, commis comme erreur, qui est, de s'attaquer aux symptômes, d'essayer de résoudre les conséquences. Le naturopathe, normalement, il s'intéresse aux causes et donc il fait en sorte que la personne qui vient le voir soit en bonne santé et reste en bonne santé plutôt qu'essayer de corriger ses problèmes avec une pilule miracle, une plante, que sais-je. Donc cette naturopathie, elle m'a vraiment infusé, je l'ai découverte sans vraiment le savoir, quand je vivais au Japon, hein, où j'ai passé, 6 ans de ma vie et cette, mentalité japonaise qui me sert, de nos jours beaucoup dans la préparation mentale à haut niveau, et bien, elle m'a guidé finalement vers la naturopathie occidentale et après c'est vrai que, je me suis servi de tout ça pour aller plus loin, d'un tremplin, hein, puisque les dogmes sont très intéressants à partir du moment où on les dépasse et la naturopathie, c'est un dogme. Donc comme un tremplin pour aller voir ailleurs, pour aller voir dans le monde du renforcement. Alors, d'où, mon intérêt pour l'antifragilité des systèmes complexes, et la loi de l'hormèse, c'est-à-dire tous ces mots compliqués, c'est juste pour dire qu'un être vivant et un système peut se renforcer s'il est soumis à un stress et que derrière ce stress, il y a un temps d'intégration pour qu'il y ait adaptation et amélioration du système. Donc je suis allé voir là-dedans, j'ai passé un diplôme de préparateur mental également et je me suis rendu compte en fait, il n'y a que ça et que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand je me mets dans l'inconfort, quand je vais étudier, quand je vais faire un cours, quand je vais faire une conférence, ce qui m'intéresse surtout, c'est notre narration interne. C'est ce qu'on se raconte dans la tête, et c'est notre propre analyse de cette narration. Autrement dit, c'est la méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse de ma propre Mhm. analyse. Et quand on arrive à comprendre que que tout cheminement personnel devrait mener à cette méta-analyse, sans quoi il serait caduque, c'est là où ça me semble pertinent. C'est-à-dire que peu importe l'athlète qui vient me voir, peu importe la personne, peu importe que ce soit monsieur ou madame tout le monde, ma voisine, ma grand-mère, peu importe, ou les champions que j'accompagne, c'est toujours la même histoire, c'est toujours un être humain qui va se raconter une histoire quand il va faire quelque chose. Alors les sportifs, ils veulent performer, ils courent, ils font de la course à pied, ils font voilà, j'ai des gens dans le monde du ski aussi,
ils font toutes sortes de disciplines, mais au bout du compte, c'est toujours, bon, comment je gère mon effort, comment je gère ma propre douleur, ma confiance en moi, mes objectifs. Et tu prends en fait, encore une fois, une mère de famille ou un caissier à Leclerc, c'est la même histoire. On a tous des objectifs en tête, on a tous des objectifs à court, moyen, long terme. On essaye tous de les approcher avec une méthodologie qui est la nôtre. Mais force est de constater que, comme dans le monde du sport, parfois les choses sont très très mal faites et très brouillon, quoi. On a des trucs en tête, mais en fait, tous les jours, on se fait plus plaisir plutôt qu'on œuvre vers notre objectif, vers notre but. Donc, voilà, c'est, en grosso modo ce que je fais au quotidien, et je transmets ça sur différentes plateformes, comme tu l'as dit, Vérisme TV sur YouTube, les podcasts de l'antifragilité par l'audio. J'ai un centre de formation maintenant qui s'appelle le centre, naturopathie et hormèse où je forme des thérapeutes à devenir, voilà, thérapeutes. Et j'interviens dans des centres de formation, notamment dans le monde du sport, notamment SSCS Training, que j'aime beaucoup et qui sont des amis, pour qui, voilà, là, on était à Marcoussis pour le rugby, là, on va être au Crêpes de Toulouse. C'est toujours dans des infrastructures sportives très, très belles et intéressantes, et on fait voilà, je leur propose des exercices de respiration, des conférences très conceptuelles sur l'antifragilité, des bains froids, enfin bref, ça touche vraiment, c'est très, très large tout ça. Voilà, Excellent, merci, merci beaucoup Pierre. je t'en prie. Donc si on se focus sur l'aspect préparation mentale, pour commencer, pour toi, la préparation mentale, c'est quoi? Ça consiste en quoi et quels sont les avantages que ça peut apporter à un sportif? Ouais, c'est une vaste question, et tu sais, comme le disait, Yukio Mishima, qui est un penseur, japonais, qui est le dernier samouraï à s'être ouvert le ventre. Enfin, si je dis ça, si un Japonais m'écoute, il va me tuer, mais parce que il Mmh. était pas reconnu comme un véritable samouraï, mais c'est l'un des derniers à s'être fait seppuku, tu sais? Le Mmh. harakiri, en place Mmh. publique, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce penseur-là, il disait: «Les mots, ils sont corrosifs». C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets un mot sur quelque chose, tu vas détruire en fait ce que tu essayes d'englober dans ce mot-là. Et la préparation mentale, rien que dans le terme préparation mentale, il y a un problème. C'est-à-dire que Mmh. même le terme là, moi, me pose problème. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'être dans le mental. Quand est-ce que t'es pas dans Mmh. le mental? Quand t'es mort. T'es tout le temps en train de te préparer à la prochaine action. Ton cerveau, le système nerveux, comme nous l'explique très bien Carl Friston, c'est un système prédictif. Il est sans cesse en train de se demander, est-ce que la prochaine action est safe? Est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce qu'on est sécurité? Ou est-ce qu'on va mettre notre survie en jeu? Donc, euh, travailler la préparation mentale, en fait, tout le monde le fait. Il n'y a pas, Mmh. il y a pas un préparateur physique qui soit pas préparateur mental. Donc, l'important, c'est d'englober ça et de comprendre cette notion-là, suivant un objectif. Et chez les sportifs, la préparation mentale, elle est ô combien importante, parce que eux, ils ont des objectifs très très clairs de performance. Hein. Ils ont des trucs à... Voilà, c'est la victoire, le podium, telle échéance dans 2 mois ou dans un an. Et vis-à-vis de ça, comment je me positionne? Est-ce que cette échéance-là, si je la perds, si je n'y vais pas, ça va me couper les jambes et ça va me détruire ma carrière, je vais plus me relever. Là, on pourra dire que mentalement, la personne est fragile. C'est-à-dire que si elle vise les Paris 2024, parce qu'on s'en approche, Mmh. et j'ai quelques athlètes qui peuvent y aller. Euh, je les fais travailler sur la considération, justement, de Paris 2024. Que ça veut dire, les JO en France pour vous? Vous voulez y aller, mais voilà, faisons une expérience de pensée. Imaginons que au tout dernier moment, tu nous laisses et tu n'y ailles pas, ou tu fais pas les minima. Comment tu entreprends la chose? Et cette prévisualisation de l'échec, elle est vachement importante, tu vois? Parce qu'on est très, très bon, en fait, à, à éviter les choses qui sont nocives pour nous. On pense toujours qu'il faut Mmh. visualiser la victoire. C'est-à-dire, visualiser la victoire, visualise-toi 1er sur le podium, et cetera. C'est vrai, c'est bien, heu, ça ça met en joie, ça motive de visualiser la victoire. Il y a du bon là-dedans, surtout dans le début d'un processus. Par contre, pour rester motivé, il y a rien de plus puissant que de visualiser un échec. Il y a rien de plus puissant que, tu vois, si je te réveille au saut du lit, tu vois, tu viens de te réveiller, je te dis une bonne nouvelle. Je dis: «Paul, voilà, il y a un coup de chance, t'as gagné 3000 euros, t'as gratté un truc, regarde, voilà, t'as le bon numéro, machin, ouais, tu vas être content, tu vois. Mmh. Par contre, si je te dis, Paul, il y a le feu dans la cuisine, faut sortir de la pièce, l'allumage du système nerveux et tout ce qui va se passer en toi pour fuir et éviter la mort sera 10 fois plus puissant.
Éviter Mmh. les choses qui sont négatives, donc la visualisation négative, c'est ô combien puissant et ça va permettre, si jamais et il y a toujours des pépins, surtout dans la carrière d'un sportif, quand ça advient, de savoir rebondir, de savoir se repositionner. Donc la préparation mentale, pour moi, elle est fondamentale et je m'en suis bien rendu compte parce que, en tant que naturopathe, les sportifs, au début, j'ai commencé ma carrière donc dans la région d'Avignon où il y a un gros pôle de sport de combat. Donc j'avais des combattants MMA, ce genre de choses, où là, le mental, il est énorme. C'est-à-dire, non seulement tu dois te gérer toi, ton effort, mais tu dois gérer un adversaire, donc volatilité extrême, qui te tape dessus, la douleur, enfin bref, le truc, c'est l'enfer mentalement, quoi. Donc, Mmh. il venait me voir, mais il venait me voir pour des conseils d'alimentation, quoi. Le naturopathe, on vient souvent le voir: «Ah, j'ai des troubles digestifs, qu'est-ce que je dois faire?» et cetera. Et puis Mmh. finalement, petit à petit, je voyais l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la 1re consultation un peu, où on décrypte le quotidien d'une personne et on essaye de la cibler. Et ben l'anamnèse, elle se dirigeait vers le mental. Elle se dirigeait vers: «Ouais, mais comment ça va dans ta tête là? Qu'est-ce que tu te racontes en ce moment? Comment tu vois les prochains combats?» et cetera. Et c'est comme ça, en fait, que ça m'a intéressé et c'est pour ça que, tu vois, j'aime bien, les emmener dans des zones d'inconfort, dans le bain froid, où je les prive Mmh. de sens. On met un bandeau sur les yeux, on met des bouchons dans les oreilles, et cetera et on voit ce qui se passe dans la tête. Parce que c'est facile d'aller dans un bain avec des glaçons, quand tu as tout un groupe derrière et qui crie et qui fait la fête et cetera et qu'il y a du bruit. C'est facile aussi de mettre une vidéo YouTube et de balancer un truc et tu vas dans ton bain froid et ton Mmh. focus, en fait, tu le mets sur autre chose. C'est beaucoup plus compliqué quand tu fermes les yeux et c'est beaucoup plus compliqué quand tu caches tous les autres sens et que tu es tout seul avec le froid. Heu, Ouais, vraiment seul face à soi-même. c'est ça et là, ça m'intéresse. Mais là, l'histoire qu'on se raconte quand ça va mal, c'est la même histoire qu'on va se raconter quand, sur le 10 kilomètres et ben, au 8e, tu vas avoir un coup de bambou et tu vas avoir tous les adversaires qui vont te doubler. Là, il faut Mmh. pas que Ou il faut que pendant un tu combat, ou pendant un on se combat, retrouve en difficulté. c'est toujours la même histoire. Ou pendant, et je vais aller plus loin, le jour où tu perds un proche. Le jour où tu perds un Mmh. proche, c'est toujours le même système nerveux qui va réagir, hein. C'est toujours le même cerveau, c'est toujours la même physiologie qui va devoir, passer une épreuve. Donc, les épreuves vont arriver, ça c'est, aucun doute là-dessus. On nous propose une société qui essaye d'évincer, en fait, le nombre des épreuves, donc c'est-à-dire enlever les agents stressants. Moi, je propose de se renforcer pour que le jour où ça arrive, ces épreuves-là, et ben, on soit bon à les gérer. Et donc un des outils que tu utilises pour se renforcer, niveau mental, bon aussi physique, mais là on parle de l'aspect mental, c'est justement l'exposition au froid? Mmh. C'est un outil que Ouais. tu utilises qui ouais. Bah, le froid, c'est magique parce que, je suis très content qu'on en parle parce que cette année, on a perdu mon grand maître qui était Maurice Daubard, grand monsieur du Tumo, Mmh. donc du yoga du froid. Yoga Tumo. Ouais. Exactement, qui était le seul occidental reconnu par les Tibétains comme un maître yogi du Tumo, alors que Wim Hof, par exemple, ne l'est pas. Mmh. Et ce grand monsieur qui était, qui représentait pour moi ce que ça veut dire être exemplaire et être discipliné. L'exemplarité et la discipline. Et il a œuvré toute sa vie pour la dignité des plus faibles. Il a œuvré toute sa vie pour accueillir chez lui des sans-abri, des SDF, et cetera. Donc je suis très content de lui rendre hommage aussi dans ce podcast avec toi. Et, et le froid, c'est magique parce que, tous les masques tombent. Tu quand tu rentres dans une eau à 0 degré, tu ne penses qu'au froid. Il n'y a que cette information-là. Et comme il n'y a que cette information-là, tu pas le temps de mettre un autre masque. T'as pas le temps de mettre le masque de, je sais pas moi, de qui tu es avec, ton groupe de sportifs, de qui tu es avec ta famille, non, non, non. Là, tu vois vraiment le fond des personnes et on parlait des sports de combat, c'est la même chose quand tu mets les gants avec quelqu'un. Quand tu commences à combattre Mmh. quelqu'un, là, tout d'un coup, tu vois vraiment la véritable personnalité en face de la personne. Alors tu te dis: «Mais en fait, je la connais pas cette personne». D'habitude, elle me met un sourire ou elle agit d'une certaine manière. Il y a toute une science du lien social qui est, justement régulée, cette hiérarchie du lien social par le cortex préfrontal, où on sait que, voilà, si tu rentres dans un groupe d'amis où, tout le monde sait que c'est toi le spécialiste de la bouffe et que ce Mmh. soir on va manger au restaurant, et ben tacitement, sans le dire, tout le monde va te laisser choisir le restaurant parce qu'on sait que Paul, il gère la bouffe et c'est lui qui va choisir le restaurant. Donc c'est toi le numéro un, c'est toi qui es en haut de la pyramide. Mais après, si on change de contexte et que tout d'un coup
heu, vous partez en vacances avec ce groupe d'amis et qu'il faut louer un minivan et qu'il y a un gars qui est vraiment son job c'est chauffeur, et ben, tout d'un coup, celui qui est en haut de la pyramide, et ben, c'est le gars qui est chauffeur. Parce que dans son boulot, tout le monde sait qu'il est meilleur. Donc, l'être humain, il arrive à mettre des masques comme ça et à changer de masque social. Et c'est le cortex préfrontal qui permet de faire ça. Mais dans le froid, dans le Mmh. stress intense, dans l'inconfort ou dans un combat, le cortex préfrontal, il ferme la porte, il est plus là. Et c'est le limbique, et c'est des réflexes archaïques, et c'est tout ce qui est au fond de nous, en fait, qui gère la chose, la peur, la douleur, etc. Donc là, il n'y a plus du tout de masque. Et là, ça m'intéresse. Parce que là, bon, bah, j'ai vu des grands gaillards fondre en OK, larmes dans un bain froid, tu vois? Donc c'est intéressant. ouais. Hyper intéressant, ouais, cet aspect justement, le yoga Tumo, hein, si tu veux en parler un peu plus Mmh et mh. de l'intérêt que ça peut avoir, dans un travail de préparation mentale quand on est un sportif à travers l'exposition au froid, mais j'imagine aussi la respiration. Ouais. C'est quelque chose qui est important dans le yoga Tumo et qui peut être un outil vachement, intéressant aussi dans un travail de préparation mentale et peut-être juste après on parlera un peu de méditation parce que quand tu me parles de discours interne, quand tu me parles de cortex préfrontal, ça me renvoie aussi à plein de choses que j'ai pu lire ou expérimenter moi-même, à travers la méditation. Et le yoga, donc moi en tant que sportif aussi, quand j'ai découvert le yoga, un peu simplement, sur l'application en fait Nike Training où à la base c'était vraiment dans une dimension purement physique, après un entraînement, je vais faire mes étirements, ça va améliorer ma souplesse, ma mobilité. Je me rends compte finalement que, en fait après une séance, je me sens bien aussi, ma respiration elle est calme, mon mental il est calme, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mmh mh. Et donc c'est quelque chose que moi j'ai pu intégrer aussi à ma pratique sportive et j'ai l'impression que le yoga, bon il y a plein de sortes de yoga différents, mais peut avoir un intérêt, physique mais aussi mental, énorme quand on est sportif. Mmh mh. Par rapport au yoga Tumo spécifiquement, qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais. Ben, le Tumo, en fait, tu t'es rendu compte que, il y a des choses qui sont plus englobantes que l'exercice physique d'un côté, le yoga de l'autre, le tapis de yoga, la salle de muscu. Mmh. En fait, il y a une seule bulle, c'est toi et ta physicalité et ton corps et ton esprit qui sont une seule chose, en fait, hein. C'est ce que Ido Ouais, Portal partant de appelle, ce postulat. et voilà, Ido Portal parle du mouvement avec un grand M qui s'oppose au mouvement avec un petit m et avec un s à la fin. Donc le mouvement, c'est ce qu'on est en train de vivre là, c'est le mouvement interne des pensées, du corps, de l'esprit, etc. Et c'est une seule chose, une seule bulle, en interrelation avec le monde qui l'entoure. Et pour revenir au yoga Tumo, en fait, c'est du hatha yoga, hein, c'est comme le hatha yoga, c'est la mère de tous les yogas. Et le Tumo, donc va faire des asanas, des pranayamas, et cetera, mais va y ajouter une donnée en plus, c'est l'exposition volontaire au froid. C'est d'origine tibétaine, et les Tibétains, les moines tibétains pratiquent ce Tumo-là, où ils sont dans la neige, à moitié nus, hein, même carrément nus souvent, et ils restent comme ça, assis dans la neige, et ils font des techniques de respiration et de visualisation pour générer leur propre chaleur à l'intérieur du corps. Alors Mmh. après, ils vont plus loin, ils mettent le linge dans l'eau glacée, ils se mettent le linge sur le dos pour faire sécher le linge par la température corporelle, enfin, ils développent un contrôle de leur thermophysio-régulation uniquement par la pensée, qui est absolument incroyable. Et pour parler encore une fois de Maurice, je me souviendrai toujours que, voilà, ce bonhomme quand même quand je le côtoyais, il avait pas loin de 90 ans, heu, quoique 83 je crois, je sais plus. Il venait me voir et il me dit: «Regarde ma main», et elle était blanche, et en quelques secondes, elle devenait rose. C'est-à-dire que par la pensée, il envoyait le sang où il voulait. Il envoyait le sang dans la Mmh. périphérie de son corps, et quand tu peux diriger ton sang, en fait, tu peux diriger ta chaleur, hein. C'est là où il y a du sang, il y a de la chaleur. Donc évidemment, si tu es plus assujetti à la vasoconstriction, c'est-à-dire au rapatriement du sang dans le noyau, vers le centre du corps, et que tu arrives à mettre le sang un peu partout dans ton corps, et ben, tu vas avoir ton corps qui est uniformément chaud, et donc il va beaucoup mieux résister au froid. Et en fait, c'est Mmh. ça, le Tumo, c'est la capacité comme ça à développer certaines aptitudes à, à trouver le confort dans l'inconfort. Parce que le froid, c'est bien, c'est une porte d'entrée, mais le Tumo se résume pas à ça, hein. C'est tout un état d'esprit, et une façon de vivre sa vie aussi. Mmh. Et Ouais, bien sûr. voilà, c'est comme dire, le sport, en quoi, c'est trop englobant, quoi, être sportif, ça veut dire tout un tas de choses, et pratiquer le Tumo, c'est idem, c'est très, très large comme Oui, chose. c'est vrai comme le yoga où on
parfois en Occident, on peut en avoir une vision très restreinte où c'est se mettre dans telle et telle posture, un peu, se contorsionner dans tous les sens alors que ça implique vachement plus, en termes de style de vie, de philosophie de vie et cetera. Bien sûr. C'est super intéressant du coup de voir comment justement donc là le mental peut prendre le dessus sur la physiologie et permettre de la réguler. Mmh. Toi, concrètement, là, avec, par exemple, les sportifs que tu accompagnes, quand tu travailles avec eux l'exposition au froid, donc c'est comment? Tu les mets dans un bain froid, tu leur bandes les yeux, tu leur bouches les oreilles, après tu les guides, quoi, tu leur apprends à maîtriser justement ce mental qui va Mmh. Ouais, tu sais, moi, j'aime travailler de manière individualisée. Normalement, un mmh bon coach, il généralise pas les choses. Donc, je ne prends pas tout le monde à ce stade-là. Je ne fais pas ça avec tout le monde. Si je vois que le froid, rien que le fait d'évoquer le froid, d'en parler, je vois que la personne, elle se crispe et que ça lui fait peur parce qu'elle est frileuse comme c'est pas possible et qu'elle l'a jamais fait. On va pas commencer mh, avec un bain avec des glaçons et un bandeau sur les yeux, hein. Ça va être mmh évidemment une marche qui est trop haute. On va commencer petit à petit. Et peut-être que le froid, c'est pas la bonne porte d'entrée pour cette personne et qu'on va utiliser le chaud. On va trouver l'inconfort dans un sauna et on va rester un petit peu plus longtemps. Et parce qu'en fait, c'est la même chose. Le corps, il connaît que le stress, hein. Lui, le chaud, le froid, pour lui, c'est idem, hein. C'est est-ce que je vais mourir ou pas? Est-ce qu'il faut déclencher des processus de survie, de fuite, de lutte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand tu restes dans un sauna au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tu vraiment envie de sortir, quoi. C'est désagréable, ça pique, ça gratte de partout, mh, ça tu chaud et tu sais que ton corps, il t'indique qu'il faut sortir. Donc mais c'est une marche quand même qui est plus facile que d'aller nager dans un lac gelé, hein, on en conviendra. Donc le sportif, je peux m'en servir, de cet outil du froid, de différentes manières. Si c'est vraiment l'aspect mental qui m'intéresse, on va essayer de taper dans, ce qu'il y a de plus challengeant pour lui, mais intense, mais court dans le temps. Donc c'est-à-dire, peut-être que pour la mmh personne, c'est uniquement la douche froide du matin, et la douche froide du matin, c'est déjà beaucoup. Et ben, ça va être juste la douche froide. Au moment du réveil, quand on n'a vraiment pas envie d'y aller, et ben, on commence par une victoire, et ça, pour les sportifs, c'est hyper intéressant, hein, de commencer la journée par une victoire. C'est-à-dire, j'ai fait un truc, je m'y attendais pas, je pensais pas le faire, et j'y suis arrivé. Après ça, ça enclenche sur une journée qui est beaucoup plus positive en termes d'état d'esprit. Outre les aspects physiologiques, qui peut aider à la récupération, et cetera, hein. C'est vraiment là uniquement l'aspect mental, ça va énormément aider mh, là-dessus. Et après, le sentiment de progression. Ce sentiment de progression-là, dans la préparation mentale, il est essentiel. Heu, Tout à l'heure, on parlait des objectifs. Si on n'a que des objectifs de résultats, c'est-à-dire, gagner la médaille d'or à telle compétition, participer aux jeux olympiques, les objectifs de résultats, c'est oui ou non, c'est binaire, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Si on a que ça, on s'en va vers beaucoup de déconvenues et de déceptions, et cetera. Il faut arriver à mélanger avec les objectifs de résultats des objectifs de moyens, c'est-à-dire, améliorer ma foulée, améliorer ma respiration, mieux gérer mes émotions, des trucs qu'on peut pas mesurer en fait, qu'on peut pas quantifier. Et ça, en fait, comme on va le bosser tous les jours, le froid, c'est ça aussi, hein, prendre des douches froides régulièrement, améliorer ma sensibilité au froid, mieux gérer mes émotions par le froid, par et cetera, par le chaud aussi. Ça permet d'avoir un sentiment de progression sur le long terme. Comme ça, si le jour de l'épreuve, eh ben, au lieu de faire premier, je fais troisième. Au lieu de battre mon record, eh ben, je fais pas la meilleure course de ma vie. Je peux regarder derrière moi et me dire, ouais, mais quand même, cette saison-là, j'ai amélioré ça, j'ai amélioré ma gestion des émotions, j'ai amélioré ma foulée, et tous les objectifs de moyens m'aident à avoir ces sentiments-là et à progresser dans ma carrière. Et c'est ça, en fait, la préparation mentale, c'est arriver à jouer sur tous ces tableaux-là. Et le froid, ça peut être vraiment un outil super intéressant pour le mental. Ouais. mmh. OK, ouais, je vois exactement. Objectif de moyens, objectif de résultats et c'est ces objectifs de moyens que tu vas individualiser en fonction, bah, du profil de l'athlète, de ce dont il a besoin à ce moment-là, de travailler, de renforcer et cetera. Ouais. Ouais, bien sûr. Là, tu vois, je te parlais, on était à Marcoussis, comme je te disais, avec SSCS Training. On avait un groupe d'une vingtaine de personnes. J'en ai pas trouvé 2 qui étaient identiques. C'était Mmh je les ai fait, se mettre dans un bain de glace, donc un par un, surtout pas en groupe, parce que je voulais vraiment les voir un par un. Et ils ont tous réagi différemment. Et à chaque fois, tu as des surprises. Tu te dis: «Ouais, lui, c'est bon. Lui, on sent bien que mentalement, c'est un roc et tout». Et en fait, une fois qu'il est tout seul avec toi, les épaules sont basses et je peux te dire qu'il a peur. Tu sens vraiment la peur chez la mh. personne, quoi.
Il y a plein de choses. Il y a des gens qui bon, comme j'ai expliqué, je le fais en privation sensorielle, donc avec un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles et un casque anti-bruit. Il y a des gens, le froid, aucun problème. Par contre, c'est le fait de mettre le bandeau sur les yeux qui leur pose problème. Ça, ils me disent: «Le Mmh. froid, ton truc du froid là, ta poubelle avec les glaçons là, pas de problème». Par contre, le fait d'être dans le noir, ça je peux pas et ça, bah, ça m'intéresse. Là, moi, je vais aller gratter et je vais aller voir ce qui se Mmh. cache. Parce qu'en fait, toutes ces zones-là qu'on peut pas aller voir, c'est autant de facteurs limitants à la performance, hein, et qui peuvent aider non seulement dans le monde du sport et le monde de l'entreprise, le monde de la performance comme on l'entend de nos jours, mais aussi dans, le quotidien de la personne et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Bien sûr, ouais, ouais. Je me rends compte que moi, je suis un adepte, hein, de l'exposition froide, la douche froide et tout ça, mais je l'ai jamais pratiqué avec un bandeau sur les yeux, par exemple, donc Bah, je tester. testerai à l'occasion, ouais, Ouais. carrément. Ce qui, moi, m'aide, surtout au début quand j'ai commencé, les douches froides, l'exposition au froid, tout ça, ce qui m'a vachement aidé, c'est de passer par la respiration. Mmh mh. Donc de me concentrer sur ma respiration, d'essayer de retrouver un souffle, une respiration assez calme, posée, parce que quand on est, exposé au froid, souvent on a tendance à se tendre et à respirer fort et vite. Mmh, donc la respiration, c'est aussi un autre outil dont tu parles beaucoup et que tu utilises dans l'accompagnement des athlètes? Ouais. Ouais, ouais. Mais comme tu le comprends, ce qui m'intéresse moi, c'est les outils qui ont le plus haut taux de transférabilité. C'est-à-dire les trucs les plus universels. Trucs, Mmh. hem, qu'un joueur de tennis, comme un joueur de rugby, comme un combattant vont pouvoir utiliser et comme monsieur madame tout le monde. H24, tout le temps. L'exposition au chaud et au froid, tout le monde l'a. Tout le monde connaît l'hiver, tout le monde connaît l'été, tout le monde prend des douches, tout le monde donc tout le monde l'a. Tout le monde va avoir chaud pendant le sport et cetera, donc c'est un truc, c'est universel. La respiration, tout le monde l'a. Si vous avez pas la respiration, c'est que vous êtes mort. Donc voilà, c'est un outil et en plus, c'est un outil qui est le pont, en fait, entre le système nerveux autonome et volontaire. C'est-à-dire les trucs qui se passent en nous, la digestion, voilà, les hormones, tout ça, que généralement on peut pas influencer et le volontaire, c'est-à-dire, si je décide de lever le bras gauche, le bras droit et cetera, ça je peux le faire avec ma volonté. Et ben, il y a un entre 2 là, qui permet de faire le lien entre les 2, c'est la respiration. Et la respiration, Mmh. c'est à la fois involontaire, quand j'y pense pas, je respire quand même, mais je peux prendre le Mmh. contrôle dessus. Et quand je prends le contrôle dessus, je peux réguler ma fréquence cardiaque, je peux réguler mes émotions, je peux réguler mon stress, tout ça. Donc c'est assez magique, quoi. Et surtout, je peux m'en servir dans les pires moments, c'est-à-dire dans un bain à 0 degré, dans une course à pied, quand mon patron me gueule dessus, quand j'apprends une très mauvaise nouvelle au téléphone. Je peux m'en servir absolument tout le temps pour essayer de me réguler, une autorégulation de mon système Mmh. nerveux et système hormonal, système immunitaire, tout ce que tu veux. Donc c'est assez magique, quoi. Et c'est pour ça que les cultures anciennes comme l'Ayurveda, comme la médecine traditionnelle chinoise, comme le yoga, comme la médecine hippocratique, comme la naturopathie, dans toutes ces médecines-là, tu as la respiration qui est l'un des piliers centraux. On parle d'actinologie en naturopathie. Bah, c'est vraiment ça. C'est un outil que tu peux te servir sans arrêt parce que quand on comprend les lois physiologiques qui sous-tendent ça, la place des poumons par rapport au cœur, par rapport au plexus, comment ça agit sur la fréquence cardiaque, le rôle des centres respiratoires dans le tronc cérébral et au niveau du bulbe rachidien, tout ça, le rôle des muscles intercostaux et du diaphragme, ben, on se rend compte qu'en fait, c'est fou, mais tout ce qui se passe à ce niveau-là, au milieu de notre corps, on peut grandement, grandement l'influencer par la respiration. Donc, ouais, c'est Mmh. un outil que j'aime énormément. Et oui, et en particulier du coup dans un contexte sportif, dans le cadre d'une pratique sportive, donc le fait de Mmh pouvoir maîtriser, contrôler sa respiration, peut avoir des bienfaits énormes au final pendant la compétition, même pendant l'entraînement. Et mh. je pense qu'il y a, pas mal de sportifs peut-être amateurs, peut-être professionnels aussi, qui sont pas forcément, enfin qui en sont peut-être conscients, mais qui ont pas poussé ce paramètre, au maximum afin d'optimiser justement leur performance. Heu Clairement. et moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, j'ai fait beaucoup de foot, de rugby, course à pied, où j'ai l'impression que c'est plus simple de se concentrer sur son souffle, de Mmh. poser son souffle. Il y a 6 mois, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien Super.
et quand tu te retrouves, pris, étranglé ou des clés et cetera sous quelqu'un, je me suis rendu compte qu'en fait, après coup: «Ah mais en fait là, j'étais pas du tout concentré sur ma respiration». C'était Mmh. plus dur justement d'être focalisé sur son souffle et sa respiration, alors que justement elle te permet de t'épuiser moins vite, d'être plus concentré aussi. Mmh. Mmh. C'est exactement ça. Je vais passer un gros coucou aux 2 jeunes que j'accompagne là en moins de 20 ans, enfin en tout cas en espoir, qui sont Pierre Bordeaux et Margot, Ravinel. Donc Pierre, c'est triple champion de France de 10 kilomètres, et Margot, elle a fait 4e au JOJ dans le sport alpinisme. Et on bosse vraiment spécifiquement avec eux, ces 2 là, je les cite parce qu'on bosse sur la respiration beaucoup, beaucoup. Et Mmh. c'était un facteur qui n'y avait jamais touché, quoi. Et c'est 2 profils complètement différents, et ils font des progrès incroyables, et c'est vraiment, un levier, voilà, un manque à gagner si tu n'y tu penses pas, si tu le travailles pas. Bah, c'est comme ne pas travailler sa vitesse, ou ne pas travailler sa force, ou une des aptitudes du corps humain que tu laisserais de côté, et qui pourrait vraiment Mmh. te servir pourtant, comme au même titre que la musculation pour gagner un peu en masse musculaire, et voilà, pour protéger tes articulations, et cetera. C'est vraiment un truc que alors, c'est en train de se démocratiser, et ça va mieux. Mais ça a été trop longtemps, la respiration, l'oublié de la préparation physique générale. Donc c'est en train de revenir, donc, et c'est tant mieux. Et ce que tu dis, c'est vachement important, c'est pouvoir se focaliser sur un ressenti interne, ce qu'on appelle l'interoception, dans l'espace qu'on appelle péripersonnel, donc l'espace qui nous entoure et qui est tout de suite à notre portée. Donc les objets qui sont autour de vous, que vous pouvez attraper maintenant, ils sont dans votre espace péripersonnel. Vos ressentis qui viennent de l'intérieur, des informations afférentes, donc comment vous ressentez votre ventre, est-ce que vous sentez votre cœur battre, tout ça, ces informations-là, ça fait Mmh. partie de cet espace-là. Et dans le sport, le problème, c'est qu'on est presque 100% dans l'espace extra-personnel. L'espace qui est donc de l'extéroception, donc qui est loin, donc un adversaire, une cage de but, un ballon qui roule loin, et en fait l'attention, ça c'est beaucoup dans les voies dopaminergiques dans le cerveau, et qui utilisent noradrénaline, adrénaline, dopamine comme neurotransmetteurs. Donc l'attention qui est portée vers l'extérieur. C'est vachement bien, c'est important, hein. Si tu regardes pas le ballon et que tu n'as pas le focus sur le ballon ou la balle quand tu joues au tennis, bon bah c'est cuit. Mais Mmh. le sport, c'est entrecoupé sans arrêt de petits temps de repos. Le foot, c'est pas de la course à pied. Le foot, c'est des sprints et des temps de repos, des sprints, des temps de repos. Le tennis, c'est pareil. Et le jiu-jitsu, tu vas avoir des moments où ça s'arrête un peu, où vous vous remettez debout un petit peu, etc. Et là, bon, bah, t'as un quart de seconde, voire plusieurs secondes, pour faire un recentrage. Et là, la Mmh. respiration, te focaliser sur l'air qui rentre et l'air qui sort, c'est magique, parce que ça te permet justement de faire un reset au niveau des voies dopaminergiques, et de se dire, bon, où est-ce que j'en suis là, et comment je peux récupérer mon énergie, mon souffle, mon rythme cardiaque, etc. Mmh. Le judo, c'est Et ma pareil. concentration. Mais ouais, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire que tu vas aligner non seulement ton corps et ton esprit, mais tu vas retrouver un semblant de clarté aussi d'esprit, et pour la prochaine action à venir. Alors que si tu restes dans le hyperventilation, et je perds contrôle et je suis obnubilé par ce qu'il y a devant moi, sans contrôle aucun, tu vas te fatiguer beaucoup plus vite, tu vas sans doute être moins lucide que ton adversaire, etc., etc. Donc la Mmh. respiration, c'est un moyen de revenir à soi, même si c'est très très bref, qui est assez magique. Ouais, et qu'on peut utiliser dans la condition de pratique, quoi. En entraînement ou en match, en Bien sûr, compétition, on a accès à ça facilement, et donc c'est intéressant de l'utiliser en direct, quoi. bien sûr. Ça la respiration, elle m'amène à un autre outil qui est la méditation. Mmh. Pareil, moi, en tant qu'individu, hein, mais aussi on va dire en tant que sportif, quand j'ai découvert la méditation, je me suis rendu compte, bon, que ça avait des effets, très positifs, sur le quotidien et tout ça, mais également appliqué à la performance sportive, à la pratique sportive. J'avais l'impression qu'aussi ça avait des effets positifs en termes de concentration, en termes de gestion des émotions aussi. Est-ce que Mmh. toi, c'est quelque chose que tu utilises avec les athlètes que tu accompagnes, ou toi en tant que sportif aussi? Mmh. Pour moi, la méditation, c'est un terme extrêmement large qui englobe tout ce qu'on Mmh. vient de dire depuis le début. C'est-à-dire l'analyse de sa propre pensée, sa narration interne, prendre un pas de recul. Et tu vois, ton podcast, il s'appelle Médite Action.
tu mis un tréma, t'as mis un enfin oui, c'est un tréma qu'on appelle ça, là, entre les Apostrophe? 2, apostrophe, voilà. Mmh. Moi, j'aurais mis un slash, une barre en Mmh. travers. Parce que les 2 en fait, ils s'opposent et c'est ça qui est très beau, ils se complètent, ils s'opposent et ils représentent la méditation et l'action. C'est exactement l'espace personnel et extra-personnel que je viens de décrire. Les voies dopaminergiques d'un côté, l'extéroception, mon action dans le monde vers un objectif, donc ma translation dans l'espace qui n'est pas ici ni maintenant, qui est dans le futur, dans le passé, loin, parce que ce qui est loin, c'est dans le futur obligatoirement, donc voilà. Et méditation, qu'est-ce que c'est? C'est ici et maintenant. Euh, Mon écoute impersonnelle, de mes ressentis, de ma pensée, je ferme mes yeux, je me concentre sur quelque chose de précis, etc. Et les deux représentent parfaitement ce qu'est la physiologie humaine, c'est-à-dire un trampoline. C'est-à-dire, si tu veux sauter loin, il faut tomber fort. Et il faut que Mmh. le tissu du trampoline soit résistant pour te lancer loin. Les ressorts du trampoline aussi. Ça, c'est ton terrain, le trampoline, hein. C'est est-ce que tu es résilient, est-ce que tu es fort, est-ce que ta structure osseuse, tes hormones, ton système musculaire, tout ça, c'est la structure du trampoline qui est résistante, qui est bonne. La chute, eh ben, c'est le stimuli, c'est ce que tu vas donner au corps, c'est l'action. Mais le rebond, eh ben, c'est ce que va permettre en fait la conjonction des deux. Si tu es bon d'un côté, tu seras sans doute meilleur de l'autre. Si tu es bon dans la méditation, tu vas nourrir l'extéroception, l'action. Donc médite action, je trouve que ce nom il est génial parce que c'est vraiment ça, le corps, la physiologie. C'est Mmh. l'un et l'autre. Et euh, c'est en fait ce qui nous permet de faire se rencontrer des penseurs comme Eckhart Tolle avec Le pouvoir de l'instant présent, tu sais, le bouquin Mmh. absolument qui est voilà, un best-seller pas possible qui nous parle que de l'instant présent, tu vois. C'est l'instant présent, ici et maintenant, etc. La méditation, etc. Et après, tu as les bouquins de développement personnel qui sont beaucoup plus portés sur l'accomplissement de soi, la motivation, le business, les grands projets, les grandes perspectives, etc. Et Mmh. comment tu rejoins les deux là? T'en as un qui te dit non, l'épanouissement c'est ici maintenant, et t'en as un autre qui dit non, non, l'épanouissement c'est la projection dans le futur, c'est les objectifs, c'est s'accomplir, etc. Comment tu fais la jonction des deux? Ben en fait, c'est ça. En fait, c'est arriver à être bon dans les deux et faire, tel un élastique, Mmh. le grand écart sans arrêt. Et c'est pour ça que dans la méditation, tu vas arriver à nourrir ta pratique sportive. C'est parce que tu vas faire un reset en fait des voies dopaminergiques qui te servent après dans justement le Mmh. foot, le tennis, que sais-je, dans l'action. Et euh, tu vois, quand tu manges un truc trop bon, et que tu te dis ah ça c'est bon et à ton copain ou à ta copine à côté tu lui dis franchement je pourrais manger ça toute la journée, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas possible, le cerveau il fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, tu peux pas manger toujours la même chose et c'est pas parce que tu as eu un rush là de récompense parce que tu as mangé je sais pas moi une mangue. Tu n'as pas mangé de fruits depuis longtemps, tu tombes sur une mangue bien juteuse bien mûre, tu dis oh là là, quelle folie, c'est le meilleur fruit au monde, tu vois. Ou quand au Mmh. printemps t'as les fraises qui arrivent, tu commences à manger des fraises. Notez que je prends des exemples bien naturels et je parle pas de fast-food, mais Mmh. voilà, manger un truc hyper sucré, mais, c'est trop bon, je pourrais manger ça toute la journée. Ben non, parce que la deuxième fois que tu vas le manger, ce sera déjà beaucoup, beaucoup moins fort. Et ton cerveau va beaucoup, beaucoup moins s'allumer. La troisième fois encore moins, la quatrième fois encore moins. Et en fait, au bout de Mmh. la cinquième fois, dire non, mais en fait, il faut que je mange autre chose. Parce que j'aime les fraises, hein, mais si je mange ça toute la journée, en fait, ça va pas. Et donc, le cerveau, c'est ça. C'est-à-dire, il peut pas rester tout le temps dans l'action. Il faut des temps de revenir pour revenir à soi et de méditation. Et c'est pour ça Mmh. que l'écoute de tes pensées, l'observation de tes propres pensées, tu as pu voir que ça nourrissait l'autre volet de toi-même, qui est plutôt dans l'action. Ouais. Finalement, j'ai l'impression que le fait de pratiquer la méditation, on va dire, classique, s'asseoir, fermer les yeux, la méditation de pleine conscience, mindfulness comme on peut l'appeler, elle te permet de vivre dans la vie ou dans le sport, cette expérience de façon plus méditative justement. Plus en Mais ouais. conscience de, tes pensées sur le moment, de tes émotions sur le moment Exactement. et C'est ce ouais. pas de recul dont je parlais au départ, cette méta-analyse, donc l'analyse de sa propre analyse. En fait, c'est une capacité que tu vas pouvoir utiliser un petit peu tout le temps. C'est-à-dire, quand tu vas jouer au foot ou quand tu vas avoir un adversaire en jiu-jitsu, euh, que ce soit sur le moment même ou après,
Tu vas analyser comment tu t'es comporté, tu vas analyser tes émotions, tu vas analyser comment tu as respiré et cetera. Chose que tu n'aurais sans doute pas fait si tu avais pas pratiqué la méditation en amont, quelques jours avant, depuis un certain temps. Mmh. Parfois tu le fais en même temps que l'action. Par exemple, dans un combat de jiu-jitsu, le gars, il est sur toi et tu te mets à penser à tes propres émotions. Il dit: «Non, c'est pas le bon moment là. Là, c'est plutôt Mmh. même en train de desservir ma pratique. Faut plus que je sois dans l'instinctif là. Faut pas trop que je sois perdu dans mes pensées parce que ça peut desservir». Par contre, le faire un petit peu et le faire beaucoup après, c'est-à-dire coucher sur papier son feedback par rapport à ce qui vient de se passer comme action, c'est hyper pertinent et c'est ce que j'utilise aussi avec les sportifs. C'est-à-dire, heu, quand l'action vient de se terminer, que ce soit un entraînement, une compétition, peu importe, notez vos ressentis, notez vos pensées personnelles, notez ce que vous avez ressenti et vos émotions. Parce que ça va vous servir. Ça va vous servir à avancer et pas à faire des boucles sans arrêt sur le même point et à connaître des plafonds de verre, des seuils que vous n'arriverez jamais à dépasser. Ouais, ça c'est un super outil aussi en effet, le fait de même en amont peut-être, de d'aller avec une certaine intention et après l'entraînement faire ce travail que tu recommandes là, voir quel peut être l'écart entre les 2 et avoir ce suivi ensuite de ouais, ça peut être de quelles émotions j'ai ressenties, quels ressentis corporels j'ai pu ressentir aussi et voir en fonction des différents paramètres de cette journée-là ou de ce que j'ai mis en place dans mon entraînement, dans ma préparation, à quel point ça va influer, impacter, ma performance, en tout cas ma pratique sportive sur ce jour-là. Ouais. Tu fais beaucoup référence, aux neurosciences aussi. C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant aussi dans ce que ça a pu apporter, en termes de preuves ou en tout cas d'explications sur, les mécanismes, par exemple, comme la méditation. Là, je viens de finir un livre qui s'appelle «Bouddha au temps des neurosciences: comment la méditation agit sur notre cerveau». Super. Je recommande à tous les auditeurs sur justement, comment, beh, la méditation agit sur, les différentes parties de notre cerveau qui sont en lien avec la gestion des émotions, avec la concentration, avec, la dépendance et cetera. Hem, Toi, c'est des quand tu travailles avec des athlètes aussi, tu proposes des outils, mais est-ce que tu as à cœur aussi et c'est important pour toi d'apporter toutes ces explications à travers la science et les neurosciences? Alors, ça dépend. Comme tu sais, Ouais. ça c'est la bonne réponse, hein, ce sera toujours la bonne Mmh. réponse, c'est ça dépend. Chez certaines personnes, donner les explications physio, ça peut endormir. Ça peut endormir, ça peut être contre-productif. Ils ont besoin de ressentir et d'expérimenter la chose d'abord. Donc, voilà, que ce soit le bain froid, que ce soit l'écriture, que ce soit ils reviennent vers toi et dire: «Ah ouais, en fait, écrire mes émotions, écrire ce que j'ai ressenti, c'est vachement bien pour moi». Sans que je leur ai expliqué avant en neurophysio ce que le fait d'écrire, en fait, fait sur le Mmh. cortex, et cetera, prémoteur, moteur, et cetera. Hem, le fait de parler des objectifs. Je lui parle pas de la voie nigrostriatale, je lui parle pas de la voie mésolimbique, je lui parle pas de toutes les voies dopaminergiques avant, je lui parle juste des objectifs. Je dis: «C'est quoi ton objectif?» et cetera. Ou au contraire, je sens que la personne, elle vient vers moi avec des volontés de connaissance. Elle me dit: «Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer?» Et comme je me suis rendu public par YouTube, par tout ça, généralement, les gens viennent me voir avec ce genre de questions. Donc généralement, je peux commencer, embrayer directement avec le pourquoi. Et ça, j'adore. Parce que quand tu as une personne qui est curieuse en face de toi et qui te demande pourquoi, eh ben là, tu peux tout déballer et voilà, faire l'état actuel des choses et des connaissances qu'on a sur les neurosciences, c'est-à-dire: «Bon, voilà, voilà où on en est. Pour la méditation, c'est ça ce qui se passe, ce qu'on comprend en tout cas. Voilà ce qui est empirique aussi. Voilà ce que nous lèguent les grandes cultures. Voilà ce que les grandes pratiques et cetera». Parce qu'il faut pas s'asseoir dessus, hein. Ça, c'est ce qui a Mmh. traversé les âges. Ça a traversé les âges justement parce que c'est pertinent. Et voilà ce que nous dit, de manière moderne, la science avec les études scientifiques, avec, voilà, les études en double aveugle, voilà. Donc on fait le mélange des 2. On y apporte notre touche personnelle, comme dirait Bruce Lee et tout ça, bah, ça donne, une transmission qui doit être toujours adaptée à la personne, au plus juste Ouais. possible. Parce qu'encore une fois, les sportifs, on les met dans une case, mais vraiment dans cette case-là, il y a toutes les personnalités différentes, tous les âges aussi, donc j'aime utiliser les neurosciences, mais l'outil pédagogique va évoluer selon la personne. Ouais, encore une fois, je
Je prends bien note de l'importance donc d'individualiser son accompagnement en fonction du profil du sportif, et de sa pratique aussi, même. Hem, oh, super intéressant, ouais, les neurosciences, c'est vrai que ça apporte, par exemple, sur la méditation, on se rend compte que des choses que des gens, des civilisations, quoi, avaient expérimentées de façon très empirique, expérientielle, sont maintenant, prouvées scientifiquement, des milliers d'années après, par des études et des recherches sur le Mmh. cerveau avec des appareils d'imagerie, incroyables. Mais des gens en étaient déjà intimement convaincus parce que de façon empirique, ils avaient, vécu, ils avaient vu ce que ça pouvait faire et donc comme tu dis, ouais, il y a des gens, je sais pas si c'est la différence cerveau gauche, cerveau droit, mais certains qui vont être plus sur, «Je veux vivre le truc et l'expérimenter, c'est ça qui va me convaincre» et d'autres qui vont avoir besoin aussi de toute l'explication scientifique, et du raisonnement qu'il y a derrière, quoi, C'est de sûr. fonctionnement. Ouais, ouais, on a tous un passif vis-à-vis du savoir. On aime tous, faire de la connaissance, en passant par la case expérimentation, mais il y en a qui mettent cette case-là un petit peu plus en amont, plutôt que la d'autres qui aiment d'abord passer par la théorie. Donc ouais, 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 chacun est différent, mais ce qui est certain, c'est que, les scientifiques et les chercheurs n'apporteront jamais, autre chose, heu au monde que ce qui est déjà là. C'est-à-dire que, Mmh. heu, ils nous expliquent pourquoi c'est là, hein. C'est juste ça. Mais les choses étaient là avant. C'est-à-dire quand on a découvert les ondes, radio, bon, les ondes radio, elles étaient là avant, quoi. C'est pas le jour où on les a découvertes, on dit: «Ah! On a compris qu'il y avait des ondes radio, qu'elles sont apparues», hein. Et Ouais. Nassim Nicolas Taleb, à qui j'essaie de rendre le plus d'hommage possible puisque je parle tout le temps d'antifragilité et que ce terme-là, c'est lui qui l'a inventé. Il me dit bien, bon, les chercheurs scientifiques, lui il y va franco, il est voilà, c'est une grande gueule aussi, donc il est provoquant, mais il dit les chercheurs académiciens, ils sont juste là pour, apprendre aux oiseaux à voler. C'est-à-dire les oiseaux volent quoi, un point c'est tout. Si tu veux m'apprendre, voilà pourquoi l'oiseau vole, c'est intéressant, mais les oiseaux, ils s'en foutent, ils volent et ils savent voler, donc voilà. Ils ont pas attendu qu'on leur explique comment et pourquoi voler, pour voler. Donc Ouais. il faut toujours remettre les choses à leur place et c'est, feu, Charles Poliquin qui était l'un des plus grands préparateurs physiques, au monde et un des plus influents en tout cas, qui disait, «Si j'avais attendu les preuves scientifiques de mes méthodes d'entraînement, on n'aurait jamais décroché les médailles olympiques aux JO. On aurait toujours eu 30 ans de retard. Je sais que Mmh. mes méthodes marchent depuis toujours et j'ai pas attendu les scientifiques pour me le prouver». Et après évidemment, il y a eu des tests qui ont été faits sur les fibres musculaires pour montrer: «Ah oui, en fait, ça marche. Il y a vraiment de l'hypertrophie musculaire, la personne gagne en muscle». Ouais, mais ça fait 20 ans qu'on le fait et 20 ans qu'on le sait. Parce que l'empirisme, voilà. Donc c'est clair que nous, notre esprit, occidental, il est très conditionné par les études scientifiques et le monde académique, mais il y a la vie à côté et la vie, c'est l'empirisme, hein. C'est le passage du temps, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on transmet dans nos gènes, à nos enfants et cetera et ça, c'est bien plus pertinent. Mmh. Donc ce qu'on pourrait recommander aux gens, aux sportifs qui nous écoutent, par exemple, c'est de quand ils entendent parler de ces outils, de ces méthodes dont on discute là, c'est juste de les tester et de C'est voir ce ça. que ça donne. C'est Mmh. ça. De pas Mmh. avoir peut-être le réflexe un peu trop rapide de se dire: «Ouais, mais il y a pas d'études scientifiques qui le prouvent». Mmh. J'entends cette réflexion, hein, parce que c'est vrai que, à l'ère d'internet, il y a à boire et à manger sur internet, c'est clair. Mais, d'abord, regarder une pratique par l'œil de l'humilité, considérez d'abord la personne qui vous transmet la chose. Est-ce que la personne elle est légitime ou pas? Parce que c'est vrai que, tu sais les moi je consomme beaucoup de YouTube, hein, j'écoute des vidéos, j'écoute des conférences, j'écoute plein de trucs et je me chope Mmh. les pubs YouTube. Et les pubs Mmh. YouTube, bon, bah, quand tu youtubeur et que tu te balades sur YouTube, tu as souvent des trucs de, réussissez dans l'immobilier, et cetera. Et les gars qui te qui te vendent en fait, des systèmes et des trucs comme ça, ils ont 18 ans, quoi. Ils ont 20 ans ou, Mmh. développement personnel, machin chouette et cetera. Les types, moi si je veux du développement personnel, je vais voir Maurice Daubard qui a 83 ans, quoi. Je veux une personne qui a vécu pour le développement Mmh. personnel. Je veux pas voir un gars qui je sais pas d'où il sort et apparemment il a 10 ans de moins que moi. Sauf exception. Il y a toujours des exceptions, bien entendu. Mais si c'est des exceptions, je vais être sûr que ce soit une exception. Donc je vais aller fouiller, je vais voir s'il a fait du public, c'est-à-dire s'il a fait des conférences,
s'il a eu un cabinet, s'il a été vraiment confronté à des gens, ou si le gars, il est uniquement là en ligne. Voilà. La pertinence, ça vient de là aussi. C'est comme pour les chanteurs, c'est-à-dire que si la personne, elle a fait des concerts et des concerts et des concerts et qu'elle sort un album, euh, moi, ça m'intéresse. Si elle débarque comme ça, sur Internet, et qu'elle a fait une chanson qui a fait le buzz, je me dis, ouais, c'est pas sûr que ce soit un super bon chanteur. C'est juste qu'il a fait des beats qui sont intéressants, il a sorti un album, il a sorti un tube. Bon, ça fait le tube de l'été, quoi. Mais voilà, allez voir la pertinence de la personne qui propose la chose, tester, et après, pourquoi pas, aller voir s'il y a des études scientifiques qui corroborent les bienfaits sur le corps, sur l'esprit, etc. Ça peut être une bonne Mmh. démarche pour analyser quelque chose. Mais voilà, bref. Yes. Et tu veux bien qu'on parle un peu de Nassim Nicolas Taleb? Moi, je suis un grand fan aussi de ses livres, de sa pensée, de sa philosophie, et notamment du livre Antifragile. Mais je m'étais fait la réflexion que tout ce concept d'antifragilité appliqué au sport, c'est énorme, c'est exceptionnel. Par contre, c'est pas quelque chose qu'il aborde énormément dans son livre, j'ai l'impression. Lui, c'est plus global, c'est plus général, parce que ça englobe tout, en fait, tout le processus de la vie, du mouvement, etc. Et appliqué au sport, toi, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ce concept d'antifragilité appliqué au sport, autant la dimension physique que mentale, puisque les deux, elles sont liées. Ouais. En fait, s'il y a un terme à retenir d'antifragile de son livre, c'est le terme de volatilité. La volatilité, c'est le fait que notre environnement est hasardeux. Euh, les choses arrivent et on ne peut pas les prévoir. On a pensé depuis la physique newtonienne que euh, si on avait une intelligence infinie et qu'on pouvait comprendre, connaître maintenant toutes les données de l'environnement, c'est-à-dire la température de l'air, la pression atmosphérique, le nombre d'insectes dans mon jardin, si là j'ai une intelligence infinie, je pourrais prévoir le prochain événement. Ça, c'est la théorie, c'est plutôt, plus ou moins la physique de Newton. Puis il y a eu la révolution physique quantique, les propriétés émergentes, et en fait, non, pas du tout. On aurait beau avoir une intelligence infinie, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir qui vont se passer. Voilà. Taleb met le doigt là-dessus, et le fait que ce soit volatile, qu'on ne puisse pas prévoir, fait que nous sommes antifragiles. C'est-à-dire, on est capable de se renforcer par rapport aux événements imprévus. Voilà. C'est ça, l'antifragilité. Appliqué au terme du sport, bon, bah, tu vas reconsidérer tout ce qui est de l'ordre de l'entraînement, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que la volatilité, le jour de la compétition, elle est là. Il y a les adversaires, Mhm. il y a plein de choses, etc. Il y a des choses imprévues. Donc, c'est pas le jour de la compète où il faut s'intéresser à ça et se renforcer par rapport à la volatilité. Il faut que le jour de l'entraînement, la volatilité fasse sens. C'est-à-dire placer les gens dans un milieu où il va y avoir des événements hasardeux et ils vont devoir eux-mêmes sortir la solution pour résoudre les contraintes. Et passer dans des contraintes, euh, par exemple, on fait un jeu avec une balle pour les sprinters ou dans le monde du rugby ou le monde des sports co, où tu as un captage d'informations, souvent visuel, c'est-à-dire je capte le ballon, je capte l'adversaire, je capte la, la balle, peu importe pour le tennis, intégration d'informations, prise de décision par le cerveau. Donc input, output, prise d'information, etc. Bon, bah, sur la prise d'information, est-ce que tu vas faire un truc bien calibré, linéaire, avec, tu sais, comme au tennis, les machines à balles qui envoient une balle de Mhm. tennis au fond du cours, Tu fais euh, toujours le même coup, quoi. toujours le même Tac, coup, tac. toutes les 5 secondes. Bon, bah, ça c'est Mhm. extrêmement linéaire et très prévisible. Bon, le gars, il va jouer, il va améliorer son coup droit, mais jusqu'à un certain point, ça, on comprend bien que le truc, il n'y a pas trop de transférabilité au monde du match, au vrai match, quoi. Bon, ça c'est voilà, le côté très linéaire. Maintenant, le côté très volatile, bon, ben, le truc, c'est que je vais avoir mon sportif en face de moi, je vais le faire sprinter vers moi, et je vais mettre des plots, et je vais lui dire qu'il va passer à l'extérieur des plots, et j'ai deux balles dans la main, et il sait pas laquelle des deux balles il va falloir qu'il rattrape. Est-ce que je vais lâcher la balle droite, ou est-ce que je vais lâcher la balle gauche? Et ça, cette prise d'information-là, elle va arriver au dernier moment, et sur cette prise d'information-là, il va devoir décider, est-ce que je fais un pas chassé à gauche, est-ce que je fais un pas chassé à droite, et je vais lui dire, je vais annoncer par la voix, comme ça il y a un autre rentrée par le canal sensoriel auditif, deux, je vais lui dire deux, ou un, ou trois. Et ça va être le nombre de rebonds auxquels je veux qu'ils prennent la balle. Mhm. Donc si je dis deux, ça va faire deux rebonds, et ça va être l'information la toute dernière, qui va arriver à la toute dernière. Est-ce qu'il va devoir s'arrêter ou pas? Et tu vois, tu rajoutes du volatile.
tu rajoutes de volatile un petit peu partout, mais tu peux t'amuser avec plein de choses. Une fois que tu as compris ça, tu peux t'amuser à énormément de choses, tout en respectant évidemment la spécificité du sport, tout en essayant de corriger peut-être le point faible physique de la personne. Si c'est vraiment de la préparation physique générale, tu sais que la personne a un problème au niveau du système vestibulaire, hein, c'est l'équilibre qui pêche, ou bien c'est au niveau de la force, ou bien c'est au niveau de la vitesse. Bah, tu travailles tout ça et tu fais un Mmh. mélange de tout ça. Celui qui a beaucoup travaillé là-dedans comme préparateur physique, c'est Franz Bosch, où il parle bien des attracteurs d'un côté, il parle bien de la volatilité de l'autre, des trucs qui sont imprévisibles, comment le corps il s'articule par rapport à ça. Euh, Moi, j'aime beaucoup le travail d'Ido Portal, j'aime beaucoup le travail de Fighting Monkeys, qui mettent beaucoup de travail de coordination, et on se rend compte qu'en fait, c'est la coordination qui donne naissance à la force, mais coordonner par rapport à quoi? Bah, par rapport à des éléments qui sont imprévisibles. Euh, Mmh. Mmh. voilà, donc Antifragile nous éclaire sur certaines choses, et nous éclaire aussi sur le fait que la loi de l'hormèse, c'est une loi du vivant qui permet à l'organisme physiologique, entre autres, donc a fortiori un être humain, bah, de s'améliorer au fil du temps. Donc, gagner en muscles, gagner en système immunitaire, améliorer son système nerveux, sa résistance au froid, tout ça. Voilà. Ouais, excellent. Ça me fait penser à justement ces préparateurs physiques ou mentaux, en tout cas ces gens qui travaillent avec des sportifs, maintenant aussi avec pas mal des nouvelles technologies, tu sais, des lumières qui Ouais, apparaissent, tout ouais, ça, ouais. pour travailler tout ce qui est justement, je dirais cognitif ou neuromoteur, enfin voilà, pour travailler les réflexes, la réactivité. Et Ouais. c'est vrai que là, on est vraiment sur cette question de volatilité, d'adaptabilité, Mhm. et donc tu t'entraînes à plein de situations, donc ouais, ça peut vraiment avoir un... OK, super. Nassim Nicolas Taleb, je recommande aussi à tous les auditeurs, peut-être qui connaissent pas encore. J'avais une question, peut-être, un peu farfelue celle-là, mais comme, tu es aussi un spécialiste, de l'alimentation, Je croyais que tu allais dire, tu es un on spécialiste des choses farfelues, mais t'aurais eu raison, hein. c'est clair. Heu, L'alimentation, beaucoup de sportifs sont conscients de l'impact physique que ça peut avoir sur leur performance physique et tout ça, mais ma question, en fait, c'était: quel est l'impact de l'alimentation sur le mental? Mhm. Mais Est-ce il est qu'il y a énorme, un hein. ouais? Il est énorme parce que le mental, il est un petit peu partout, hein, comme on l'a dit dès le début. C'est-à-dire que il n'y a pas un jour où tu vas manger et ce sera pas mental, quoi. Euh, le mental, il est en amont, il est pendant, il est après. Si tu observes ton mental avant manger, pendant le fait de manger et après, tu vas voir l'évolution qui est incroyable. Mmh. La petite excitation avant manger, hein, parce que c'est très important d'être légèrement arousal, comme disent les Américains, donc alerte, parce que archaïquement, quand on trouvait de la nourriture, on devait être sûr d'être en sécurité, pour pas qu'il y ait un adversaire, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui nous attaque, parce que c'est un moment de faiblesse quand on est en train de manger. Donc on scanne son environnement, même si on le sait pas, on fait gaffe. Et on sent cette petite excitation qui monte, il y a une légère adrénaline à préparer sa nourriture et à manger. Puis après, par contre, on switch complètement sur le fait de mâcher, l'interoception, le mental qui est tout d'un coup dirigé vers l'intérieur, et après la digestion, qui est encore une fois très peu portée sur l'extéroception, donc l'attention est beaucoup portée vers l'intérieur. Et ben ça, bon ben, c'est clair que le mental il est partout, et force est de constater que de nos jours on fait un petit peu n'importe quoi avec tout ça. C'est-à-dire que les trois phases que je viens de décrire, elles sont complètement passées à l'as, quoi. La préparation de la nourriture, elle y est plus. On achète des trucs tout faits ou au resto ou quoi. Mmh. Manger calmement pour écouter ses ressentis pendant le fait de manger, on le fait plus. On met une série, on met un truc, une musique, on regarde YouTube. Et après, bah, on passe à autre chose. On digère pas, on digère mal, on boit du café dessus, bref, tout ça, voilà. Donc ça, c'est l'aspect vraiment autour du fait de manger. Et après, il y a évidemment ce qu'il y a dans mon assiette, comment ça va être précurseur des neurotransmetteurs. Bon, ben, la choline que tu as dans les jaunes d'œufs, c'est précurseur de l'acétylcholine, qui est le neurotransmetteur numéro un de la jonction neuromusculaire. Bon, bah, ça c'est intéressant pour les Mmh. sportifs. La tyrosine, précurseur de la dopamine. La phénylalanine, bon, tous les acides aminiques sont précurseurs de certains neurotransmetteurs. Le cholestérol, le gras, les acides gras qui vont être précurseurs des hormones stéroïdiennes, comme cortisol, testostérone, aldostérone, progestérone et œstrogène. Donc il faut, si tu comprends un peu ces bases-là, tu sais que dans ton assiette, en fait, tu donnes les briques de base pour fabriquer ton
ton château intérieur, quoi, ta Mmh. maison intérieure. Donc c'est important de les avoir et puis tout l'aspect micronutritionnel, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui sont, autant d'agents hyper importants. Alors dans la transmission nerveuse, tu vas avoir, voilà les électrolytes comme on dit dans, le calcium, le potassium, le chlore et cetera. Mais tu as aussi les oligo-éléments, donc les éléments traces, le zinc, le cuivre, le manganèse, voilà, Ménétrier a beaucoup travaillé sur l'oligothérapie, c'est très intéressant. Et eux, ce sont des cofacteurs enzymatiques, c'est-à-dire que c'est grâce à eux que les enzymes fonctionnent. Et s'ils n'étaient pas là, alors beaucoup vont dire, ils vont faire le même procès qu'à l'homéopathie, ils vont dire, ouais mais il n'y a rien, dans l'homéopathie c'est des granules de sucre, t'as rien, les oligoéléments c'est des éléments traces parce qu'ils sont, il y a des millionièmes de milligrammes, ça sert à rien quoi, il n'y a pas de quantité. Et ouais, mais le règne de la quantité, malheureusement, il faut qu'il touche à sa fin parce que le vivant il s'apprécie que de manière qualitative. Et en fait, les oligo-éléments, c'est comme une étincelle. Donc, si dans la pièce, on ouvre une bonbonne de gaz, il va rien se passer, hein. Par contre, j'aurais beau faire la plus petite étincelle qui soit, je déclenche une explosion. Mmh. Et les cofacteurs enzymatiques, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont beau être tout petits, s'ils sont là, et que l'environnement le permet, ils peuvent déclencher des processus et des cascades enzymatiques qui sont énormes. Et donc, et même En parfois, bien comme en mal, en bien comme en mal. du Donc, coup, ouais. c'est très important de remettre la quantité à sa juste place. Elle est importante. Le côté macro, c'est important, mais le côté micro est hyper important aussi. OK, super intéressant aussi cette, approche de l'alimentation et j'ai retrouvé dans ce que tu as dit juste avant sur, la façon de manger, cet aspect encore méditatif qui est pareil défendu par des traditions, bouddhistes, yoga et cetera, de manger en pleine conscience et cetera et Ouais, donc on retrouve encore une fois cet aspect-là de méditation, de vivre une expérience méditative et de pleine conscience pour améliorer la qualité de notre existence et en tant que sportif, même la qualité de notre performance en tant que clairement. sportif. Parce que Mmh. le nombre, enfin, j'ai pas véritablement souvenir d'un sportif qui soit venu me voir sans problème digestif. Ils ont tous des problèmes digestifs. Ils ont tous des problèmes et ils veulent tous savoir comment résoudre ça, et c'est Mmh. problématique, et cetera. Ben, déjà, avant de toucher au contenu de l'assiette, pensez aux conditions qui donnent naissance à ça. C'est ce que soulève Taleb, hein. C'est l'environnement qui donne naissance au vivant. Le vivant et son environnement. Et EST, hein. Le vivant et son environnement. Il est à l'image de son environnement. Donc si vous mangez dans un environnement qui est stressant, vous aurez beau manger les meilleurs fruits, la meilleure viande au monde, ça va mal se digérer, ça va mal se passer, et donc vous n'en tirerez pas les bénéfices. Yes. Une question encore maintenant sur, pareil un pour moi un paramètre qui peut avoir toute son importance dans la performance sportive et la dimension mentale notamment, c'est le sommeil. Ouais. Quelque chose que tu abordes, beaucoup aussi. Est-ce que c'est un aspect, toi, que tu travailles beaucoup avec les sportifs que tu accompagnes? Le Ouais, bah, je sommeil? pourrais, je pourrais répéter ce que j'ai dit pour l'alimentation. Je connais pas un sportif qui Ouais. soit venu qui avait pas de problème de sommeil. Mmh mh. Mmh. Et bon, pardon? Bah, j'allais dire notamment, on peut se centrer sur un problème, je pense, moi, auquel j'ai pu être confronté en échangeant avec des amis sportifs et tout. C'est, après un entraînement un peu intense ou une compète, un match un peu intense, un peu tardif, la difficulté, qu'on peut avoir à s'endormir ou à avoir un sommeil réparateur. Alors que c'est Ouais, le moment où on en aurait le plus besoin, tu vois? c'est sûr, Qu'est-ce qu'on peut clairement. faire dans ces cas-là, quoi? Alors, c'est sûr que quand ça arrive, c'est souvent un peu trop tard. Comme j'ai Mmh mh. dit, faut devenir bon à gérer ces situations-là. Donc, ça se travaille un peu au quotidien, au jour le jour. La partie de la Mmh. méditation, comme tu en fais la promotion, c'est super. C'est super parce que ça te permet de décrocher, en fait, cette adrénaline latente. Euh, Moi, ce que je peux vous recommander comme outil extrêmement bénéfique, c'est de toujours terminer une séance de sport par un moment allongé, sans bruit, si possible dans le noir, pendant 10 minutes. Mmh. Dans le noir, c'est peut-être trop compliqué. Mais si vous êtes à la salle de sport, à la salle de muscu, dehors ou quoi, vous finissez votre séance, vous passez pas sur Instagram tout de suite. Vous passez pas sur Facebook. Vous prenez pas votre voiture, vous mangez pas, vous passez pas à autre chose. Vous laissez dans 10 minutes dans le noir. Ça, en fait, c'est pour ne pas laisser votre corps sur la lancée de l'adrénaline, sur cette montée de l'adrénaline, et sinon Mmh. vous allez survoler, vous allez surfer sur la vague d'adrénaline toute la journée.
Vous allez rester dans cette Ouais. dynamique-là et vous allez connaître un Ou toute la crash nuit. vers quinze Mmh. heures. Voilà, si vous entraînez le matin, vous connaissez un crash vers 15 heures. Si vous entraînez le soir, bah, vous allez pas dormir. Donc après un entraînement, en fait, après de la motricité, ce que fait le corps, c'est qu'il répète la séance. Le cerveau, il répète la séance dans le sens inverse. Il va faire il va Mmh. répéter, il va enlever la motricité qui a pas marché, donc les gestes qui étaient pas bons, il va garder ce qui est bon, et c'est pour ça que les joueurs de piano, ils arrivent pas à jouer du piano, ils arrivent pas. Le lendemain, ils se réveillent, ah, bah j'y arrive. Parce que tu as des trucs qui se débloquent pendant le sommeil, tu as des informations qui s'intègrent, etc. Donc le sommeil, ça consolide les informations pour la mémorisation, entre autres la motricité, mais le juste après la séance, c'est aussi un mini moment qui est hyper important pour ça. Et ça permet justement de faire redescendre l'adrénaline, de même pas besoin de faire un exercice de respiration ou de méditation, juste vous vous allongez et vous fermez les yeux. Pensez à ce que vous voulez, Mmh. hein, pensez à ce que vous allez manger, etc. Bon, évidemment, le mieux, ce serait respirer en conscience, etc. Mais euh, juste allongez-vous. Et ça va vous permettre de couper. Donc, le conseil, c'est le même si vous faites un entraînement à 20 heures. De 20 heures à 21 heures, vous faites votre entraînement de jiu-jitsu brésilien. À 21 heures, prenez le temps de couper. Faire une césure vraiment avant de Mmh. rentrer chez Mmh. vous, de prendre votre douche et de vous coucher. Sinon, vous allez être dans le lit avec les yeux grands ouverts et ça va pas le faire, quoi. Ouais, le bon vieux retour au calme qu'on connaît, C'est mais ça. qui est peut-être pas assez pratiqué, ou Mhm, parfois, ben, on va faire des petits étirements et tout. Donc toi, tu mhm. conseilles, on s'allonge, on ferme les yeux, on fait vraiment rien, on fait un vrai retour Surtout au si calme. c'est le soir, et qu'on veut un Mmh. vrai retour au calme. Heu, Ouais, voilà, ouais. surtout si c'est le soir, on soigne ce moment-là. Ouais. OK, super. Écoute, merci beaucoup Pierre, j'arrive à la fin de mes Mmh. questions. Je Merci à voulais te toi. remercier encore, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pu, échanger avec toi, sur cette question de la préparation mentale et tous les sujets qu'on a pu aborder, la méditation, la respiration, le yoga Tummo, l'exposition au froid, l'alimentation. C'est des choses qui sont vachement intéressantes, je pense, quand on est sportif ou préparateur mental, même préparateur physique, qu'on est dans ce monde-là. Mmh. Pour redire un peu, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le travail de Pierre, il y a le centre naturopathie Hormez qui ouvre ses portes. Il y a Mmh. la chaîne YouTube Vérisme TV, il y a le podcast de l'antifragilité. Il y a les formations aussi que tu proposes, je pense, sur ton site Hormez. Tu as Ouais, des c'est ça, formations aussi. arobase.com, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses aussi, peut-être les réseaux sociaux sur lesquels on peut Ouais, les réseaux te sociaux, ce suivre? sera la même chose, ce sera Verisme TV, voilà. Donc Instagram, tout ça et bon, tu dit le principal. OK, cool. 3 petites questions très rapides pour terminer. Allez. Si tu pouvais nous livrer là un petit tip, de préparation mentale dans notre quotidien qu'on peut utiliser en tant que sportif? En plus de tout ce qu'on a dit, un petit tip, Ouais, ça peut être un qu'on a déjà dit sinon, mais celui qu'on va retenir pour aujourd'hui. très sincèrement, heu, le plus important, ce sera pour moi, ouais, sans équivalent possible, l'écriture. Écrivez, notez tout. Notez tout. Quand vous faites un bain froid, un entraînement, vos ressentis, vos performances. Combien de sportifs de niveau national je prends qui n'écrivent pas, ils ne notent pas leur entraînement? Ils s'entraînent comme ça, ils voient pas leur Mmh. progression, ils analysent pas leurs pensées, ils analysent pas leurs émotions, et le jour où ils le font, ils disent: «Ah ouais, en fait, je vois les canaux dans lesquels je vais pouvoir progresser». Ben ouais, évidemment. Donc notez tout. Voilà. Excellent, noter, traquer toutes ces OK. Ensuite, un petit conseil de lecture pour ceux qui nous écoutent, un livre que tu peux nous recommander? Hem C'est écrit sur ce tableau-là, c'est un des conseils de lecture de l'école, de mon centre de naturopathie à Hormez. Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Parce que Céline Alvarez, c'est une dame qui a révolutionné le monde de l'éducation, il y a une dizaine d'années, en s'inspirant des travaux de Maria Montessori, donc des écoles alternatives. Et elle a eu des résultats qui sont époustouflants. Des enfants, on sait que les enfants sont des génies, mais là, elle a donné les conditions parfaites. Et en fait, elle exprime parfaitement tout ce que je viens de dire pendant 1 heure, c'est-à-dire l'être humain est à l'image de son environnement. Si vous mettez l'être humain dans un environnement qui est volatile, avec une bonne courbe de progression d'apprentissage, il va devenir un génie. Il est un génie. Les potentiels sont déjà en nous. Si vous le forcez à être sur une chaise, vous êtes coercitif, vous allez chercher la linéarité, vous lui imposez le savoir de manière dogmatique, vous tuez le vivant. Donc
les lois naturelles de l'enfant, c'est les lois naturelles de l'adulte. Ce sont les mêmes, sauf que Mmh. l'enfant est plus plastique, c'est tout. Il y a juste ça, au niveau du cerveau. Mais si vous lisez Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Excellent et merci à ce bon vieux Jean-Louis National, Il est bon toujours vieux là. Table Blanc pour, ceux qui connaissent la chaîne YouTube. Et pour finir, est-ce que tu pourrais me conseiller un invité, une personne, sportif ou autre, avec qui je pourrais échanger autour de la préparation mentale et du sport? Ouais, mon pote, Jérémy Coron, je suis très content de lui faire un coucou parce que Jérémy, ça va être un des élèves du futur centre, naturopathie Hormez, à la rentrée. Il fait partie des 40 personnes, qui seront praticiens de naturopathes et Jérémy, on va lancer un nouveau podcast avec lui, conjointement, donc ça va être un pote de podcast maintenant, qui s'appellera le Mmh. Popcast, qui parlera que de pop culture, donc uniquement de pop culture, chose qu'on aime. Les mangas, les jeux vidéo, les films, et cetera. Mmh. La science-fiction, parce que l'être humain, il est comme ça, il a une pensée abstraite. Il est capable de concevoir des mondes qui sont pas le sien. C'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Et il y a beaucoup de leçons philosophiques intéressantes à tirer des grandes œuvres. Et, euh, et c'est bien dommage Mmh. que beaucoup de gens ne le fassent pas. Et on va rigoler, quoi. On va prendre plaisir à faire juste un podcast pour le fun. Et ce Jérémy, il a un podcast lui aussi. Il parle beaucoup de développement personnel et de sport. C'est un grand sportif qui a fait du rugby toute sa vie. Il adore la muscu. C'est quelqu'un de très intéressant, donc je pense que tu vas faire un super podcast avec lui. Excellent, super, merci, c'est noté. Bah, écoute Pierre, merci encore. Merci pour, cet échange super Merci à toi, enrichissant. Je Paul. te souhaite vraiment une bonne continuation, que du bon pour la suite. Je te dis peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Longue vie à tes podcasts, pareillement. Merci énormément pour ce partage et ce temps passé ensemble. Et ouais, à très vite. Ça marche, merci Pierre. Salut. Ciao.